bataille de Narvik est un affrontement militaire opposant les forces alliées aux forces allemandes dans le nord de la Norvège du 9 avril 1940 jusqu'au 8 juin suivant. Composé de 2 batailles navales et d'une bataille terrestre, après un tout premier débarquement réussi, la bataille de Narvik se solde par une victoire des Alliés qui aurait bien pu changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Située en Norvège, au nord du cercle polaire arctique, Narvik n'est qu'une modeste petite ville faite de maisons en bois, habitée par quelques milliers d'habitants en plein cœur des glaces et des pics enneigés. Pourtant, et pour l'Allemagne nazie, Narvik est hautement stratégique et indispensable à la guerre qu'elle mène en Europe. En hiver, il est le seul port praticable en raison des glaces qui obstruent les autres ports de la région et offrant un accès direct à l'océan Atlantique par lequel le fer suédois peut être exporté. Or, 50% des importations en fer de l'Allemagne proviennent de Narvik. Le Royaume-Uni en apporte lui aussi à hauteur de 10% de sa consommation globale. Son port, toujours libre de glace, offre entre autres un accès direct à la mer de Norvège, à sa gare ainsi qu'à son réseau ferré. Il s'agissait là de la judicieusement nommée route de fer. De fait, Hitler ne peut se passer de cette petite ville norvégienne et de ses installations stratégiques et vitales. La campagne allemande en Norvège commence dès les premiers jours d'avril 1940. Narvik est la dernière cible stratégique pour les Allemands après avoir rapidement conquis le sud du pays. Ils arrivent à Narvik avec 10 destroyers et balayent sommairement les gardes-côtes faisant face à l'entrée du fjord. Au préalable, quelques soldats sont débarqués dans les environs pour s'emparer de la ville. Face à cette inévitable déroute de l'armée locale et de par l'importance stratégique que représente Narvik, les Alliés décident d'intervenir. Les forces alliées en Norvège étaient composées comme suit. L'amiral Cork dirigeait les opérations combinées, le corps expéditionnaire britannique était dirigé par le général Mackenzie, le général Fleischer, quant à lui, dirigeait la 6e division. Le corps expéditionnaire franco-polonais était dirigé par le général Bétoir. Les Alliés disposaient donc de 24 000 hommes et les Norvégiens de 5 000. De leur côté, les Allemands avaient engagé 2000 chasseurs de montagne, dirigés par le général Dietl, et 2600 marins à Narvik. La 2e DI de montagne, soit 15 000 hommes, vint les renforcer en juin. La bataille de Narvik a lieu en 2 temps. Tout d'abord du 10 avril au 13 avril, puis du 9 mai au 8 juin 1940. Ce qui fait parfois parler des batailles de Narvik, avec les 2 premières batailles navales, puis la bataille terrestre suite à un débarquement depuis une force maritime britannique. Le 10 avril, 5 destroyers britanniques font leur apparition à l'entrée du fjord. Ils transforment le port en véritable cimetière pour bateaux. Cependant, la flotte allemande parvient à les repousser mais accuse de sérieux dégâts. 3 jours plus tard, les Alliés envoient cette fois 8 destroyers et un cuirassé pour déloger l'expédition allemande. En infériorité, les Allemands reculent et sabordent leur dernier navire dans le fjord pour sauver les marins rescapés. Ceux-ci se réfugient dans les montagnes enneigées qui bordent Narvik, laissant la ville aux mains des Alliés. Si le port et les eaux à proximité de Narvik sont débarrassés des forces allemandes, ce n'est absolument pas le cas de la ville elle-même, toujours aux mains de l'ennemi. Depuis quelques jours déjà, la France et plusieurs milliers de ses soldats font route via la mer vers la Norvège. Pour reprendre Narvik, la France engage ainsi la 13e demi-brigade de marche de la Légion étrangère, ainsi que 2 demi-brigades de chasseurs alpins. Après 40 jours de navigation, les côtes norvégiennes sont enfin visibles. Pour les Alliés, ce long voyage a aussi été l'occasion de mettre au point un nouvel ordre de marche des convois maritimes, grâce à une sécurité maximale assurée par l'aviation. C'est ainsi que, malgré la présence de nombreux sous-marins ennemis, le convoi ne subit aucune perte, tout en étant même parvenu à repousser une attaque aérienne et à faire face à une météo pourtant très capricieuse. C'est la stratégie du général français Bétoir qui est retenue avec l'organisation d'un débarquement massif à Bjerkvik, ville proche de Narvik. Les 13 et 14 mai, la 13e demi-brigade de la Légion étrangère parvient à prendre les hauteurs de Bjerkvik pour ensuite effectuer une jonction avec les chasseurs alpins et les Norvégiens venant du nord. Le 22 mai, vers 23h30, le colonel Magrin-Verneret, les chefs de bataillon et les commandants de compagnie participent à une reconnaissance au large de Langstrand. Ils embarquent à Seine sur un ponton à moteur, puis sont ensuite transbordés sur le torpilleur britannique Fane.
Le bâtiment met immédiatement le cap sur la pointe sud de la presqu'île de Narvik. Le Fame passe lentement devant le mamelon d'Orneset. Au premier plan, ce mouvement de terrain se détache du massif important du Taralsvik par un palier très prononcé où passe la voie ferrée. Les pentes est du mamelon plongent doucement dans le fjord. Cette plage est choisie par le général Bétoir comme point de débarquement. Revenu à terre, le général Bétoir convoque ses subordonnés pour mettre au point les détails d'exécution de la manœuvre. Le 26 mai, le commandant Boyeres réorganise son bataillon. 4 groupements de fusiliers et voltigeurs sont constitués. La Légion et le groupement d'artilleurs étant déjà sur place, le détachement quitte son emplacement dans la soirée. Le commandant Boyeres et son officier adjoint, le lieutenant Vichot, ont précédé le bataillon pour reconnaître les points d'embarquement à Seine. Les pontons blindés attendent au bord de l'eau. Les premiers éléments arrivent et montent à bord avec beaucoup de difficultés. Le premier échelon est enfin embarqué vers 22h30. Dans la direction est, la flotte britannique se profile. L'enseigne de vaisseau Duff, officier de liaison, donne le signal du départ à 23h39. Arrivés à 300 mètres de la côte, les vaisseaux britanniques et l'artillerie française ouvrent le feu. L'ennemi, surpris, ne répond pas. Les premières embarcations accostent, l'échelon de tête débarque aussitôt. Les Français gravissent rapidement le piton d'Orneset. Les défenseurs n'ont pas le temps d'utiliser leurs armes automatiques, peu efficaces dans cet amas de rochers. Quelques-uns résistent encore à la grenade. Impressionnés par le mordant des assaillants, rapidement débordés, ils abandonnent la position. Sous l'impulsion du capitaine de Guiteau, ancien chef de groupe franc de la campagne 1914-1918, du lieutenant Vado, déjà blessé au combat de Bjergvik, les légionnaires escaladent les pentes escarpées. Les Français sont soumis à un feu nourri. Les artilleurs se mettent en place devant l'entrée du tunnel. Quelques coups bien ajustés obligent la garnison du tunnel, comprenant 2 sous-officiers et 8 marins allemands, à se rendre. La lutte continue plus âpre, l'ennemi étant remis de sa surprise. L'intervention du bataillon de Norvégiens se fait attendre. La cadence d'embarquement étant de plus en plus lente, et pendant ce temps, une contre-attaque est menée avec vigueur par 2 compagnies. La lutte est dure. Les Allemands attaquent à la grenade et au pistolet mitrailleur. La section du lieutenant Joandon, menacée sur 3 côtés, tient bon et arrive à freiner la poussée ennemie. Le légionnaire Méli, au cri de « En avant la Légion », entraîne quelques voltigeurs. Les Norvégiens suivent. L'ennemi se replie en abandonnant ses morts. La fusillade reprend par intermittence. La situation reste confuse, mais les Allemands ne peuvent tenir. L'occupation et le nettoyage de Narvik sont effectués par les Français. L'ennemi, poursuivi par le 1er bataillon sur la voie ferrée de Narvik, bat en retraite. L'armée allemande ne cessa de reculer et fut complètement dépassée. Au début du mois de juin, elle se retrouve à seulement quelques kilomètres de la frontière suédoise. De nombreux soldats allemands sont tués ou faits capturer. Cependant, cette victoire ne sera que de courte durée. Si les combats en Norvège sont encourageants et même concluants pour les Alliés, ce n'est absolument pas le cas en Europe de l'Ouest. Car pendant ce temps, le 10 mai 1940, Hitler a lancé une grande offensive sur le Benelux et la France. Français et Britanniques font quitter leur corps expéditionnaire de Narvik. Les dernières troupes quitteront en effet la Norvège le 8 juin 1940, laissant tout de même la très stratégique gare de Narvik complètement détruite. Dès le lendemain, les Allemands reprennent la ville et y restèrent jusqu'à la fin de la guerre. Si la bataille de Narvik est une victoire, certes de courte durée, elle montre cependant que les armées allemandes, contrairement à ce qu'elles prétendent, ne sont pas invincibles. Aujourd'hui encore à Narvik, 122 tombes françaises témoignent de cette première victoire contre l'Allemagne nazie.
et ses terres plein d'entrain en arrivant au camp. Tous les petits poilus joyeux apprirent leur repas et bientôt tout le régiment entonna gaiement. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried, à nous le beau linge blanc. Les vieux mouchoirs et les chemises à papa. En famille, on lavera tout ça.